Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais me présenter rapidement. Donc, Pascal Housset, avant tout chef d'entreprise. Donc, je dirige une entreprise de génie climatique depuis 28 ans en Seine-et-Marne. Donc, c'est une structure, une PME de 12 personnes qui fait de l'installation de chauffage et de la maintenance. J'ai quelques mandats à la Fédération française du bâtiment depuis une bonne dizaine d'années maintenant, et je suis en l'occurrence donc le président de l'UMGCCP au niveau national. Donc c'est l'Union métier du génie climatique, couverture plomberie. Donc ça représente à peu près 14 500 entreprises. Donc Bruno, je vais te laisser te présenter également. Oui, bonjour à tous également. Donc entreprise Seveste à Coulommiers, Monsieur Seveste. Plomberie, chauffage, CVC, climatisation, depuis maintenant 37 ans, une trentaine de personnes dans l'entreprise, et je suis également élu de la fédération en tant que président du territoire de Coulommiers. Voilà. Merci beaucoup. Oui, peut-être quand même mon co-animateur se présente comme ça au moins, et après on te passe la parole, Olivier. On va changer un peu. Bonjour à toutes et tous. Donc Mourad Hadi, inspecteur de l'éducation nationale, et particulièrement en charge des filières de l'énergétique. Et qui sera du coup mon co-animateur pour ces rencontres. Olivier, je te passe la parole. Voilà, juste avant, je laisse Stéphanie également se présenter. Pardon. Merci Olivier. Bonjour, donc Stéphanie Texier, IAIPR STI sur l'Académie de Créteil et en charge des filières post-bac pour l'énergétique. Voilà, donc nous nous retrouvons dans ce troisième temps d'échange, puisqu'il y a déjà eu deux réunions sectorielles et on va en avoir 7 en tout. Donc nous retrouvons dans ce temps d'échange qui a existé par le passé et que nous apprécions tout particulièrement. Et il nous a donné plein d'idées de coopération par le passé. On peut presque dire d'ailleurs que le campus de la transition numérique et écologique dans la construction est finalement né de ces échanges. Alors un grand merci au campus, à la FFB de nous recevoir. Et de relancer finalement ces rencontres dont nous sommes fiers. Ce campus n'est pas une simple signature entre différentes parties dont les ambitions auraient, comme parfois ça peut être le cas avec le temps, se délitent, mais au contraire nous sommes vraiment tous embarqués dans un projet collectif qui ne fait qu'amplifier, qui ne fait que se structurer et qui nous amène d'ailleurs les uns et les autres à bousculer un petit peu nos propres organisations pour trouver les souplesses, l'agilité, les clés pour avancer sur des solutions concrètes, pragmatiques et qui rendent service finalement à tous, aux organismes de formation, qu'ils soient PLE, CFA, aux entreprises, branches, rectorats, conseils régional et puis l'ensemble de nos partenaires. Nous avons chacun dans cette aventure nos propres enjeux, nos propres difficultés parfois, nos propres politiques à mener, et le campus nous a permis de se fixer des objectifs clairs et ambitieux ensemble, qui sont renforcer les liens qui nous anime dans le continuum orientation, formation, emploi, le travail sur l'attractivité des métiers qui nous est cher aussi, développer des projets en commun, développer des partenariats de territoire, de proximité, enrichir nos réflexions quant aux propositions d'évolution de la carte de formation, enrichir et actualiser nos pratiques pédagogiques en classe, etc. Donc autant de sujets qui justifient l'importance de se parler des métiers, de leurs enjeux, de leurs actualités et de leurs perspectives. Et donc on remercie vivement nos experts qui viennent nous nourrir de ces enjeux filières. Donc c'est bien la nature de ces échanges. Je vais rapidement donc me taire pour laisser libre cours à ces échanges et remercie encore vivement la FFB Île-de-France-Est de les permettre, et particulièrement Séverine pour tout l'engagement et le travail fait en ce sens. Un grand merci aux intervenants et bienvenue à tous. Merci Olivier.
On va effectivement commencer la présentation. Cette fois, elle sera un peu particulière puisque c'est moi qui vais présenter les évolutions avec surtout un échange réactif par nos professionnels et particulièrement effectivement représentants de l'Union des métiers du génie climatique, la couverture plomberie chauffage du national, et notamment Pascal, mais pas que. Je vous invite vraiment à réagir et à demander la parole, pouvoir échanger sur les différentes thématiques que l'on va présenter. Alors, l'UMGCCP, effectivement, Pascal, tu veux peut-être un petit peu présenter quand même le rôle de cette union nationale? Oui, alors rapidement, en fait, l'UMGCCP, finalement, qui est une union qui a réuni, pour le coup, deux unions précédentes, c'est-à-dire que c'est une union qui a pris naissance en 2019, qui était avant composée de deux unions, une qui regroupait l'UECF, qui regroupait uniquement les gens du génie climatique, les métiers du génie climatique, et une autre union qui regroupait les plombiers et les couvreurs. Et finalement, on s'est aperçu qu'il y avait énormément de synergies finalement et beaucoup de points communs entre les deux unions et la Fédération française du bâtiment a souhaité qu'on puisse regrouper ces deux unions qui est devenue l'UMGCCP. Puisque nous avons beaucoup d'entreprises qui sont sur les différentes activités, aussi bien du chauffage, d'ailleurs souvent on dit plombier chauffagiste, et on a également les couvreurs qui font partie de cette union. Le rôle de cette union, les rôles j'ai envie de dire, puisque on a un certain nombre d'activités, notamment tout ce qui est lié à la réglementation, c'est-à-dire tout ce qui est DTU, réglementaire. Ce sont des actions qui sont menées, puisqu'à l'UMCP, nous avons une douzaine de personnes au national, dont des ingénieurs, qui sont en charge de travailler sur tout ce qui est réglementaire. Donc, à titre d'exemple, on a travaillé depuis 2019 sur la nouvelle réglementation thermique. Vous avez dû entendre parler de la RE 2020, donc cette nouvelle réglementation thermique du mode constructif de demain. Et donc, bien évidemment, notre union a largement contribué à ces travaux. Autre titre d'exemple, on en reparlera tout à l'heure parce que ça a un lien direct avec nos échanges d'aujourd'hui. Nous avons un pôle aussi aujourd'hui et des travaux qui sont faits avec les ministères sur la qualité d'air intérieur des bâtiments et notamment un sujet qui vous est directement familier, les établissements scolaires. Donc on a un vrai sujet actuellement là-dessus et qui fera objet bien évidemment de nombreux besoins en termes de formation, de recrutement à cet effet dans les années à venir. Voilà. Donc pour vous citer quelques grandes mailles un petit peu de ce qui se fait, et donc une relation avec les institutionnels et avec l'État qui est permanente puisque nous sommes en lien régulièrement avec les parlementaires, les sénateurs, pour ce qui est les différents décrets et textes qui peuvent avoir lieu, bien évidemment, autour de nos métiers. Voilà en gros un petit peu nos activités. Et puis du service à l'adhérent, donc pour finir, qui n'est pas en reste, c'est-à-dire que lorsque nous avons des adhérents plombiers, chauffagistes, couvreurs, qui ont des attentes en termes d'information technique et réglementaire, eh bien, ce qu'on appelle nos AMR, nos animateurs métiers régions, font le lien entre notre union et les ingénieurs qui peuvent apporter des supports, des réponses techniques aux adhérents de façon à ce qu'ils aient l'information en temps réel selon leurs besoins techniques par rapport à leurs difficultés qu'ils pourraient rencontrer sur un chantier ou de l'information pour pouvoir monter leur dossier de travaux. Merci Pascal. Pour cette rencontre, on va faire le grand écart entre différents métiers. Vous l'avez noté, entre les métiers de la plomberie, du chauffage, du génie climatique et de la couverture. J'espère que vous êtes souples parce qu'effectivement, il va falloir qu'on joue à ce grand écart ensemble. Donc, on va parler des évolutions des métiers. Pour vous présenter ces évolutions des métiers, j'ai surtout travaillé donc avec les informations que l'Union a pu me confier, et puis aussi beaucoup de travaux sur beaucoup d'études qui ont été réalisées par la branche sur les évolutions des métiers et l'impact notamment lié à la transition écologique et numérique dans ces métiers, dans ces filières. Donc,
Vous le savez, effectivement, donc notre secteur d'activité est impacté fortement par trois grands leviers, dans trois grands leviers, la construction neuve, la rénovation énergétique et l'économie circulaire, dans un objectif de réduction de l'impact carbone. Donc nos trois métiers là visés ce matin sont bien concernés par ces trois grands leviers. Donc effectivement, Pascal l'évoquait tout à l'heure, la réglementation environnementale 2020 est entrée en vigueur et impacte fortement nos métiers. Alors, est-ce que, effectivement, Pascal, tu as des informations particulières à nous donner sur cette réglementation environnementale? Oui, alors c'est un vrai bouleversement du monde constructif et énergétique des bâtiments, puisqu'il y a un élément qui est nouveau, c'est le carbone. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on doit décarboner les bâtiments. Et nous avons des seuils à atteindre qui sont très ambitieux et qui font partie d'objectifs à tenir où c'est cranté, puisqu'on sait que dans cette RE 2020, on a déjà deux objectifs qu'on peut voir à l'écran. C'est pour tout ce qui est la construction en maison individuelle, eh bien c'est quelque chose qui prend effet dès cette année, dès 2022. Et pour ce qui est du collectif neuf, c'est dès 2024. Alors, c'est à la fois du changement en termes de travaux, je dirais, de conception des bâtiments, d'usage des matériaux, de choix des matériaux pour décarboner. Donc, on doit tenir compte à chaque fois de la réponse produit, la qualité produit qui doit répondre à ces critères définis par cette réglementation thermique 2020. Mais également, il y a l'aspect énergétique. Et là, il y a aussi de grands changements, puisque aujourd'hui, tout ce qui est énergie fossile, globalement, est sorti de ce dispositif. C'est-à-dire qu'on ne pourra plus construire de bâtiments avec des systèmes de chauffage ou de production d'eau chaude qui seraient faits à partir de gaz fossile, et j'insiste sur le mot gaz fossile, puisque il faut savoir que nous avons également ce qu'on appelle du biogaz, de la méthanisation, où là les discussions sont toujours en cours avec les pouvoirs publics pour pouvoir insérer une partie de gaz dans les constructions, aussi bien en maison individuelle qu'en collectif neuf. Voilà. Donc ça, ce sont des discussions qui sont en cours avec les pouvoirs publics actuellement, où tout n'est pas encore complètement arrêté. Par contre, il est vrai que ça va changer énormément la donne au niveau des bâtiments, puisqu'il va falloir former de nombreux personnels, alors quand je parle de personnel, c'est aussi bien ceux qui sont actuellement dans les entreprises, mais aussi ceux à venir. C'est-à-dire que, et là je laisserai Bruno réagir, puisqu'il est vraiment dans le sujet avec son très grande expertise en termes d'équipement dans le neuf en collectif, qui est vraiment un sujet où les personnels qui aujourd'hui installaient des typologies de systèmes, notamment pour le chauffage, la donne va vraiment changer, puisqu'on ne sera plus du tout sur des équipements, notamment d'installation de chaudières murales dans les logements ou de chaufferies centralisées, mais on sera avec des équipements qui, pour beaucoup, sont en cours d'expérimentation. Un certain nombre de produits sont sortis, donc ce qu'on appelle plus communément, que vous devez tous entendre en tant que consommateur, on parle beaucoup de pompe à chaleur, mais mettre une pompe à chaleur dans un pavillon, pour un pavillon, c'est chose plus aisée. Par contre, mettre des pompes à chaleur en logement collectif, c'est beaucoup plus complexe et il y a énormément de contraintes à la fois techniques, énergétiques et autres. Donc ça va modifier complètement le paysage, mais également ça va nécessiter des compétences, et on le développera tout à l'heure, qui sont différentes de celles que l'on a besoin aujourd'hui. Et il va falloir qu'on puisse recruter des profils qui sont également différents de ceux que l'on a également aujourd'hui. Bruno, peut-être un mot sur ton expérience en construction neuve, parce que c'est important que tu puisses... Ce que je pourrais rajouter surtout, c'est au niveau de la formation. Je pense qu'on va avoir des grosses difficultés de nos compagnons à reformer les compagnons actuels qui sont déjà en place dans nos entreprises, qui ont un savoir, pour certains, depuis de nombreuses années. Et vous devez l'entendre régulièrement,
j'ai toujours fait comme ça. Pourquoi il faut changer? Donc ça va être une difficulté. Par contre, ce qu'il ne faut pas perdre de temps, je pense que c'est tout de suite sur la formation de nos jeunes. Dès maintenant, il va falloir changer les programmes. Dès maintenant, il va falloir vraiment mettre l'accent sur cette nouvelle réglementation, mais pas attendre, même en cours d'année, je crois qu'il y a des choses à modifier au niveau des centres de formation. Parce que moi, j'ai pas mal d'apprentis, à mon actif, dans ma carrière, j'en ai formé à peu près 70. Et aujourd'hui, je m'aperçois que, alors je ne dis pas qu'on est en décalage, hein, mais je pense qu'il y a un travail considérable dans les centres de formation pour actualiser tout de suite cette formation. Faut pas attendre. On en est où justement, Monsieur Hadi? Est-ce que vous avez des éléments qui permettent de répondre à cette remarque? Est-ce que on a bien dans les référentiels ces nouvelles évolutions qui sont prises en compte, ou est-ce que c'est en cours, ou est-ce qu'effectivement il faut que les établissements se l'approprient différemment? Alors tout à fait. Donc, cette rénovation, cette évolution s'inscrit totalement dans l'évolution des diplômes. Donc déjà depuis 2020, on a une rénovation des CAP monteur installation sanitaire et monteur en installation thermique, justement qui intègre ces évolutions liées à la transition écologique. Et depuis cette année, depuis cette rentrée, nous avons nos 3 baccalauréats professionnels qui ont été rénovés. Voilà. D'accord. Donc ça, c'est effectivement intéressant à savoir. Et du coup, quand les entreprises accueillent des lycéens en stage ou en apprentissage, des apprentis en apprentissage, on peut effectivement attendre d'eux qu'ils soient bien au fait, ils sont en apprentissage, on le sait bien, mais en tout cas qu'ils commencent à pointer du doigt, en tout cas, et à être sensibilisés à ces nouvelles exigences environnementales, à ces nouveaux matériels aussi. Est-ce que, du coup, dans vos établissements, je me permets tout de suite de faire un petit tour de table, dans les établissements de formation autour de la visio, donc il y a des CFA, des lycées professionnels, est-ce que vous avez d'ores et déjà mis en place ou installé et permis à vos jeunes d'utiliser, d'installer, de mettre en œuvre des nouveaux matériels liés notamment aux nouvelles énergies? Alors, je dis. Justement, en ce moment, on est en pourparlers avec mes collègues en interacadémique, justement dans le cadre de la politique régionale d'équipement sur justement ces évolutions technologiques. D'accord, super. En lien avec la collectivité et les DAFPIC, les 3 académies. Ce qui signifie que ça va être, il y aura des nouvelles installations à la rentrée 2022, que c'est déjà installé. Peut-être que je vous mets en difficulté avec ma question. Alors au niveau temporalité, là, je ne pourrais pas vous informer, mais on a orienté nos demandes sur la mise à niveau des équipements, justement, le rétrofitage, la digitalisation des métiers. D'accord. Ce sont les trois grands axes sur lesquels... Je voudrais rebondir sur les attentes, et je rejoins tout à fait ce que mon confrère Bruno a souligné. En termes de profil des jeunes, alors je sais que vous devez l'entendre certainement à chaque fois que vous vous adressez à des entreprises du bâtiment, mais là où on veut vraiment marteler l'information, c'est qu'il est primordial, et je pèse mes mots, il est primordial que les jeunes qu'on puisse recruter dans nos entreprises, est-ce qu'on dit plus communément à la tête bien faite? Alors je m'entends, c'est-à-dire qu'il faut arrêter de voir la voie du bâtiment comme une voie, je dirais, de l'élève en échec à l'école. Parce qu'il faut bien comprendre une chose, on a des enjeux, et quand je dis des enjeux, je parle d'enjeux sociétaux. Donc c'est notre avenir. On a des enjeux environnementaux qui sont inscrits dans les textes et qui sont engageants et qui nous engagent aussi en tant que citoyens. Et pour les atteindre, il faut qu'on ait aussi les bonnes personnes. Donc je vais vous donner quelques axes. Alors, on va peut-être les développer après, mais je tiens à vous les signaler là pour bien comprendre le contexte du marché. Je vais prendre déjà le marché de la rénovation. On a des enjeux énormes en termes environnementaux sur la rénovation. Dans nos métiers liés, plomberie, chauffage, couverture,
il faut savoir qu'on a 3 axes. Si je prends la partie énergétique chauffage, nous embarquons de la technicité de plus en plus pointue chez les particuliers. Si je parle du diffus des particuliers, on l'a vu, les pompes à chaleur, plus de 65% de hausse de vente produits d'installation sur 2021. Bon, alors effectivement, c'était une année exceptionnelle avec une année post-Covid qui est effectivement, on a eu un lissage, un décalage de réalisation. Mais somme toute, 2022 devrait être dans une lignée assez proche. Alors bien sûr, c'est des programmes qui sont accompagnés. Mais déjà, aujourd'hui, nos installateurs nous disent, aujourd'hui, et Bruno me leur disait encore tout à l'heure, on a des difficultés énormes de recrutement. Nos entreprises n'arrivent pas à recruter. Alors quand je dis n'arrivent pas à recruter, c'est-à-dire il peut y avoir des propositions effectivement de jeunes, mais qui ne correspondent pas à nos attentes en termes de critères de savoir-faire et de savoir-être aussi. On en parlera peut-être tout à l'heure. Donc aujourd'hui, on a besoin, pour la partie chauffage, comme je l'ai dit, on est sur de la technique embarquée. On est de plus en plus avec des systèmes communicants, avec de plus en plus une partie électronique, voire informatique, qui est embarquée même chez le particulier. Et donc ça veut dire qu'il faut qu'on ait des gens qui soient capables de comprendre comment tout ça fonctionne et comment peut s'installer et se maintenir. On en parlera également. Ensuite, il y a le volet sanitaire. Rappelons là aussi les enjeux de pouvoir avoir la capacité de conserver l'accessibilité pour les personnes à leur domicile, notamment les rénovations de salles de bain. Rénovation de salles de bain, on a des enjeux énormes là aussi pour l'accessibilité. Et il nous faut des plombiers qui soient capables de mettre en œuvre effectivement ces accessibilités dans les salles de bain. L'année 2021, là aussi, j'ai pas le chiffre en tête, mais il y a eu une hausse en tout cas importante. Alors là aussi, avec un certain nombre d'accompagnements financiers, mais qui permettent de conserver les anciens à la maison. Nous, on considère qu'aujourd'hui, le CAP n'est plus adapté à nos besoins. Sauf CAP, BP, dans les continuités de transformation. Avec de l'alternance et des jeunes, notamment, alors on parle de nos métiers, on parle pas du bâtiment en général, on parle bien de nos métiers, génie climatique notamment, où là il y a des besoins, il y a des enjeux, et sur lesquels aujourd'hui on n'a pas les recrues qui sont au niveau. Il nous faut des jeunes qui peuvent être des niveaux secondes avec des niveaux de maths qui soient de bon niveau, parce qu'on a besoin d'avoir des jeunes qui ont des bons niveaux de maths pour pouvoir comprendre nos métiers. N'oublions pas que le chauffage, on parle de kilowattheure, il y a des notes de calcul, il y a de la technicité de plus en plus embarquée, c'est ce que je soulignais tout à l'heure. Et aujourd'hui, on n'a pas les profils qui correspondent. Alors peut-être dans d'autres corporations du bâtiment, ça suffit, mais en tout cas sur nos métiers, c'est insuffisant. Je finis sur la partie couverture pour bien comprendre, mettre en prospective, si je puis dire, le métier à la base. Donc on a parlé du chauffage, on a parlé du sanitaire avec les enjeux. Et puis je vais parler, pour finir, pour la couverture. La couverture, c'est notre production d'énergie de demain. On voit les hausses successives que l'on a au niveau de l'électricité notamment, et puis des énergies de manière générale. Et donc on sait très bien qu'on repart avec une demande qui va être une demande nécessité, besoin notamment de solaire photovoltaïque et thermique, donc les ENR. Donc les ENR, on est en train d'avoir un nouveau départ avec un cadre et des produits qui ont évolué, mais où il nous faut là aussi des techniciens, puisque pour vous citer qu'un exemple, par exemple aujourd'hui en photovoltaïque, on parle de batterie virtuelle. Donc une batterie virtuelle, c'est des systèmes où derrière, on a besoin d'avoir des gens aussi en back-office qui sont capables de gérer la partie informatique de cette batterie virtuelle, etc. Donc on a un vrai bouleversement de nos métiers. À la fois, on l'a vu par cette réglementation thermique dont on a parlé. Dans la rénovation, il en est de même. Et j'ai même pas encore abordé le tertiaire, puisqu'il faut savoir que cette réglementation thermique et cette rénovation énergétique, elle va toucher l'ensemble des bâtiments.
Donc les enjeux, ils sont énormes, y compris tout ce qui est bâtiment qu'on peut retrouver sur les communes, etc., marché que Bruno connaît parfaitement bien également, les établissements scolaires qui vont être à rénover d'un point de vue énergétique et ventilation. Alors je vais quand même sortir un peu du lot la ventilation, parce que souvent ça a été un peu le parent pauvre. Là aussi, des besoins importants de formation. C'est-à-dire qu'on souhaiterait véritablement que la partie expertise, ventilation, qualité d'air intérieur, il y a un cursus spécifique d'une année au moins qui puisse être en complément de formation sur la partie énergétique, proprement dit, génie climatique, parce que le volet ventilation dans les formations qui sont faites aujourd'hui, je suis désolé de dire, c'est survolé. Quand on questionne nos jeunes, et quel que soit le niveau, même en bac pro, pour nous, on considère professionnel, et là je parle aussi en tant que président de l'Association française de ventilation nationale, on n'est pas à niveau non plus. Donc il faut vraiment, vu les enjeux que nous avons aujourd'hui et les décrets qui vont arriver sur la qualité d'air intérieur post-Covid, qu'on a tous subi, qu'on subit encore, la nécessité, voire l'urgence de traiter le sujet. Donc, dossier prioritaire, les établissements scolaires, je vous en parlais tout à l'heure, c'est des milliers d'établissements qu'il va falloir, on ne peut plus dire on va juste ouvrir les fenêtres et mettre un appareil pour à peu près épurer l'air dans un coin de la pièce, c'est insuffisant. Donc je pense que les pouvoirs publics en sont conscients, on y travaille en tout cas avec eux, mais il va falloir former des gens, il va falloir former du personnel, il va falloir recruter. Parce que là aussi, ça veut dire qu'il faut des compétences techniques, aussi bien en conception, en réalisation et en maintenance. Donc c'est des centaines de milliers d'emplois qui sont à pourvoir, qui n'existent pas aujourd'hui. En termes de volume, vous savez évaluer et à une échelle, en termes de calendaire et en termes de volume, et notamment sur l'Île-de-France, est-ce qu'on a moyen d'avoir ces informations-là sur les besoins en recrutement? Peut-être pas forcément là ce matin, mais en tout cas qu'on puisse donner à voir. Il y a une étude qui est en train d'être faite dans les territoires. C'était juste pour rebondir par rapport à ce qui a été dit sur les batteries virtuelles. C'est vrai que ce soit en pré-bac ou en post-bac, aujourd'hui, les filières ont intégré le travail sur le smart grid, et c'est vrai que les réseaux énergétiques intelligents sont au cœur de ce que aujourd'hui nos filières sont amenées à proposer, et on a un véritable travail là-dessus. Merci. Et avant de passer la parole à Bruno, j'aimerais, Olivier, est-ce que je peux te solliciter pour la partie bac pro? Je ne sais pas si Olivier tu m'entends, mais parce qu'effectivement donc le niveau bac pro, vous en parliez tout à l'heure Monsieur Housset, donc un souhait que les jeunes se forment en apprentissage de manière à pouvoir les intégrer ensuite dans les entreprises. Or donc généralement le diplôme bac pro a plutôt une vocation. Plutôt, mais ça ça nécessite des échanges. Il y a plutôt une vocation de poursuite d'études, donc de préparer des jeunes plutôt à aller vers des diplômes de niveau BTS, et du coup de pouvoir effectivement occuper d'autres fonctions dans vos entreprises. Mais j'entends dans vos remontées que finalement vous les recrutez au niveau bac pro pour travailler donc en production et c'est une attente de la part des entreprises, c'est ça? Alors c'est pas qu'une attente, c'est que en fait les contenus en termes d'expertise de savoir technique et comprendre l'environnement de fonctionnement des systèmes, on le retrouve dans ces niveaux de diplôme. Aujourd'hui, le souci, c'est qu'au niveau du CAP, on le voit bien, c'est que hormis, je dirais, le travail à faire sur le savoir-être qui doit faire partie effectivement, et la compréhension de l'entreprise, aussi du fonctionnement d'une entreprise, qui parfois n'est pas toujours perçu, parce c'est des recrutements de très jeunes finalement. Alors c'est vrai que ce que disait mon confrère Bruno tout à l'heure, c'était quelque chose qui correspondait je dirais, à la philosophie du bâtiment en soi, où on recrutait relativement jeune. Alors on peut toujours le faire, mais nous, dans nos métiers spécifiques
chauffage, plomberie, couverture. Alors c'est un petit peu moins vrai en plomberie parce qu'on a un petit peu plus de latitude et de temps, mais en génie climatique pur, chauffage, ventilation, climatisation, il n'y a pas les critères, je dirais, d'apprentissage métier en termes de contenu de CAP qui correspond finalement à ce qui est fait réellement sur le terrain. C'est la problématique que l'on rencontre aujourd'hui. Et d'ailleurs, d'avoir regroupé, lorsqu'on a des diplômes bien scindés, plomberie, chauffage, d'ailleurs ces deux métiers qui sont, là je parle aussi sous ton contrôle Bruno, pour nous qu'on considère différents, et ça va être encore plus différent avec cette RE 2020 qui nous amène sur des technologies. Finalement, la RE 2020, on aura des gens du génie climatique, des chauffagistes, qui seront aussi des électriciens. Il faudra une compétence électrique parce que ça aussi, ça nous est souvent remonté. C'est que les jeunes qu'on a en génie climatique aujourd'hui, ils ont une approche de la partie électrique, avec une habilitation de base souvent, mais il n'y a pas suffisamment d'expertise au niveau électrique. Alors qu'on a des produits aujourd'hui qui embarquent de plus en plus d'intervention à haut niveau électrique. Donc ça va, en fait, on a un croisé. D'ailleurs, souvent, dans nos entreprises de génie climatique maintenant, on a des électriciens purs. Moi, c'est le cas dans mon entreprise, j'étais obligé d'embaucher des électriciens parce qu'on a vraiment des contraintes réglementaires aussi au niveau électrique sur les installations qui sont faites aujourd'hui, que ce soit en rénovation ou dans le neuf d'ailleurs, qui nécessitent d'avoir ce qu'on appelle une expertise maintenant vraiment multicompétence. Et de plus en plus, on est sur de la multicompétence. Et je vous cite un autre exemple pour vous étayer mes propos. On parle de plus en plus, comme dans l'automobile, de système hybride. C'est-à-dire que là, on est en train de développer de plus en plus l'installation de systèmes qui regroupent à la fois de l'énergie gaz type chaudière ou biofuel maintenant et pompe à chaleur. Et donc ça veut dire qu'on a de la multicompétence. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment former les gens sur cette multicompétence. Donc c'est pour ça que les attentes de niveau sont de plus en plus pointues de par la technicité que nous mettons en place. Alors, bien évidemment, on a toujours besoin d'avoir des jeunes qui savent faire des tuyaux, mais globalement, le métier a évolué. C'est-à-dire que là, Bruno, dans ton constat, tu pourras aussi en parler. C'est de plus en plus en neuf, hein, on fait de la corporation. Alors moi, je suis enseignant en lycée professionnel après un premier parcours dans le monde du privé où j'ai été monteur, metteur au point, puis assistant ingénieur en bureau d'ingénierie. La question qui est mise autour de la table et qui me semble pour nous intéressante aujourd'hui, c'est la formation et l'adéquation de l'offre de formation pour le monde qui nous attend, dans lequel nous sommes déjà rentrés. Et je remercie vos interlocuteurs de faire un constat que nous partageons, nous, dans le monde de la formation, au plus proche de vos partenaires, puisque nous faisons aussi des visites de stage et nous rencontrons aussi ce discours qui était déjà un discours qui existait. Qu'est-ce que vous leur apprenez à l'école? Et on voit bien que nous sommes, nous, au premier plan, à devoir composer, on est entre le marteau et l'enclume. Alors, premier constat, dans la question du recrutement, nous ne sommes pas CFA, nous ne sommes pas en mesure de pouvoir choisir ou sélectionner les élèves à l'entrée de nos établissements en lycée professionnel. Nous avions vocation à les accompagner à avoir des codes, à construire déjà un projet professionnel et ensuite à construire leur réussite. Je ne vous cache pas que moi, quand j'ai commencé en 2000, par rapport à maintenant, l'offre de formation en termes de temps, de durée de formation pratique, nous avons divisé le temps de formation par 2. Je ne vais pas faire la réforme du BEP, du Bac Pro qui était 2+2, qui passait à Bac Pro en 3 ans, plus les temps de formation qui sont diminués. Je ne reste que sur du constat factuel. Aujourd'hui, vous l'avez très bien rappelé, nous sommes sur des métiers multitechniques, multiprofessionnels, avec une montée en technicité, une montée en compétences importante. Le programme, les référentiels sont denses. On touche à des métiers qui sont la ventilation, l'électricité, l'hydraulique, le chauffage, enfin le thermique, un certain nombre de complexités de plus en plus grandes, des outils de plus en plus complexes. Et malheureusement, nos élèves n'ont pas cette capacité, à se projeter rapidement et être à un niveau requis. Par contre, nous avons cette expertise, nous l'avons déjà démontré à plusieurs reprises pour les accompagner à construire un projet, à s'insérer et à réussir. On ne peut pas tous les emmener, c'est vrai, en 3 ans, c'est une grande difficulté. Le deuxième point sur lequel je voudrais revenir, c'est l'alternance. Vous parlez de projets d'alternance qui sont une vraie forme de réussite.
moi-même étant un enfant qui est passé par l'alternance, je peux le souligner. En revanche, c'est très difficile pour un grand nombre de nos élèves de trouver des contrats en alternance. C'est-à-dire que même si le projet est souhaité, même s'il est porté par les élèves et par les personnels que nous sommes, nous rencontrons un grand nombre de difficultés à placer nos élèves en alternance. C'est un constat. Le deuxième volet que je voulais souligner, c'est l'évolution des plateaux techniques. La technicité évolue. Nous, formateurs, nous restons dans une veille technique. En revanche, quand il est demandé de monter en compétence sur nos plateaux techniques, il y a une certaine inertie indéniable pour laquelle nous sommes confrontés quand on fait des demandes. Monsieur l'inspecteur ici présent, je salue le travail qui est fait en interacadémie, mais à un moment donné, quand la demande est formulée et que le plateau technique est monté, il y a entre 3 à 5 ans minimum. Aujourd'hui, la taxe d'apprentissage, qui était pour nous un élément incontournable pour équiper et pour compléter nos plateaux techniques, on en est un petit peu exclu avec la réforme. Et ça, c'est quelque chose de très préjudiciable pour les lycées professionnels. On n'est pas en concurrence. Nous, on estime que nous sommes des partenaires autant que les CFA pour promouvoir nos formations et nous sommes des prestataires de services pour le monde professionnel que nous représentons. Mais à un moment donné, il faut être aussi cohérent et réaliste et être à l'écoute des difficultés sur le terrain que je me porte aujourd'hui, que je fais fort aujourd'hui de porter devant vous. Je sais que ce n'est pas toujours un discours qui fait plaisir de critiquer ou de montrer ce qui ne va pas. Il y a beaucoup de choses qui vont bien, mais si on est là aujourd'hui, c'est pour trouver des solutions sur ce qui manque ou ce qui pourrait être complété. Et je vous remercie de me donner la parole et d'avoir écouté. On est bien sur un bac professionnel qui vise une insertion professionnelle. Et il a été clairement et explicitement réaffirmé comme tel dans le cadre de la transformation de la voie pro, dans en fait sa double possibilité, c'est-à-dire soit d'offrir effectivement une poursuite d'études en lien avec un projet d'insertion, type BTS par exemple, ou bien une insertion professionnelle. À ce titre-là, il propose, que ce soit en scolaire ou en apprentissage, comme tous les diplômes de la voie professionnelle, une modalité pédagogique de l'alternance. On est sur un nombre de semaines en milieu professionnel en formation qui reste important. On est de l'ordre d'une année d'enseignement sur les 3 qui se fait en milieu professionnel. Toute la difficulté, effectivement, on le sait tous, est de travailler ensemble cette modalité de l'alternance, de faire en sorte qu'elle soit réellement un temps fort de formation, parfaitement articulé avec les enjeux de l'entreprise, avec la progression pédagogique en établissement. Tout ça est compliqué, on s'y attelle tous et c'est bien normal. On a alors cette modalité d'alternance, elle prévoit d'ailleurs de nécessaires temps d'apprentissage sur les technicités, sur les évolutions des métiers, sur les équipements qui évoluent, mais tout autant aussi sur ce qu'on appelle les soft skills, comportementales, sociétales, les codes, toutes ces questions. On s'attelle à les travailler, que ce soit en centre de formation, en lycée ou en milieu professionnel. C'est comme ça que ces diplômes sont écrits et qui sont d'ailleurs coécrits, tout à la fois par la profession que par l'éducation nationale. Donc on est vraiment main dans la main à l'écriture de ces diplômes. Alors on entend l'ensemble, et Séverine, tu l'as rappelé, il y a 7 rencontres de ce type sur 7 sous-secteurs finalement de cet grand ensemble qui est la construction. On entend les besoins tant en nombre que en évolution. C'est d'ailleurs la nature même de ces rencontres que de traiter de l'évolution des métiers, puisque je l'ai rappelé, on coécrit ensemble les diplômes, mais les évolutions, elles, vont vite et on nécessite une grande agilité, d'où l'intérêt de ces temps de formation en milieu professionnel, d'où l'intérêt également du campus
campus qui réunit tout à la fois des lycées professionnels, des CFA, des organismes de formation continue, voilà, du secondaire jusqu'au bac+5, pour, tant que faire se peut, puisque besoin en nombre il faut tous se mettre autour de la table pour essayer de construire ensemble le plus efficacement possible, et c'est bien l'enjeu. Je note cette réunion, et je crois que ça fera nécessairement un commun dénominateur quand on aura terminé ce cycle des 7 rencontres. Je pense que ce qu'on pourra se dire, c'est que il y a un élément tangible qui est celui des évolutions de la technicité. Qui est en lien avec ces évolutions aussi réglementaires et la nécessité absolue de travailler tout corps d'État, en tout cas de travailler main dans la main entre les différents secteurs. Vous avez, monsieur, rappelé que un technicien en génie climatique doit avoir de grosses tout ça, connaissances solides sur l'électricité, et réciproquement, on l'a vu aussi, ce point-là dans d'autres secteurs, et je pense que voilà, là on touche du doigt ce qui fera sans doute un commun dénominateur. Merci Olivier. Et effectivement, sur les besoins en nombre, les volumes, et avant que je repasse la parole aux chefs d'entreprise qui l'ont demandé, on y viendra tout à l'heure, parce qu'on se rendra compte, et c'est là où il y aura un vrai travail à faire entre les professionnels et l'éducation nationale au sens large, et la formation initiale, c'est qu'on constate sur certains métiers en fait un nombre de jeunes en formation beaucoup plus important que le besoin en recrutement des entreprises. Ça veut bien dire qu'à mon avis, il y a à ajuster effectivement soit le niveau de formation sur lequel effectivement ces jeunes sont placés, soit en tout cas à travailler ces éléments, parce que quand on entend il n'y a pas assez de jeunes formés, alors que finalement on a des établissements qui sont pleins, particulièrement sur cette filière, je ne parle pas de la couverture, particulièrement donc sur la plomberie et le chauffage, il y a des choses à travailler à mon sens pour faire se rejoindre vraiment être en adéquation entre les jeunes en formation et les besoins des entreprises. On a un jeune dirigeant en couverture de l'autre côté de la table, pour ceux qui ne le voient pas et qui souhaitent prendre la parole. Slaven. Bonjour à tous. Donc, gérant d'une entreprise de couverture en rénovation du patrimoine. Donc, on a évoqué effectivement de la montée en technologie, en technicité de nos métiers et l'énergie renouvelable. Donc, effectivement, je vous rejoins sur le niveau du CAP qui, même pour nous, clairement n'est pas suffisant, et c'est un BP minimum pour avoir un vrai couvreur, entre guillemets. Mais il y a un sujet dont on n'a pas du tout parlé, c'est la territorialité des centres de formation. C'est-à-dire que moi, j'interviens dans le bassin de Lunay, à plus ou moins 30 km autour, et on n'a aucun centre de formation de couverture à moins de 50 km. Donc je rebondis sur la remarque de M. Santini sur la difficulté de placer des apprentis. Il se passe exactement ce qui se passe partout, c'est-à-dire qu'autour des CFA, les entreprises, forcément, elles abondent d'apprentis, mais nous, on n'en a pas du tout. Donc en fait, on est obligé de se battre pour en avoir. Donc ce qui fait qu'en fait, on a des pôles, des zonages où effectivement on n'a pas ce problème-là, mais quand on est loin d'un CFA, on ne peut pas recruter d'apprentis, et à contrario, les entreprises qui sont proches des CFA, eux en ont, et c'est les CFA qui ont du mal à les placer. Donc le petit constat que j'ai fait, et savoir si on peut envisager des évolutions, des ouvertures de formation dans des lycées professionnels, etc. Ça, c'est un vrai problème. Je vous ai projeté du coup la carte de la formation initiale en couverture, qui est effectivement, donc là c'est l'Île-de-France, donc avec 3 territoires finalement couverts par des formations en couverture, et effectivement très peu. Tu vois, dans le sud, Slaven, c'est en fait un BTS, enveloppe du bâtiment, qui est répertorié dans la filière couverture, mais il n'y a pas effectivement de niveau. Donc juste pour préciser, et oui, c'est une demande récurrente de la part des entreprises de couverture, parce que là pour le coup il y a énormément de besoins non couverts.
C'est le cas dans beaucoup de filières, mais cruellement, tellement que du coup on doit et on essaye de monter des dispositifs de formation en parallèle, de formation de demandeurs d'emploi, mais c'est vrai que les entreprises seraient à la porte, à mon avis, des établissements de formation pour pouvoir recruter. Monsieur Seveste, et j'ai encore une demande. Depuis quelques années maintenant, je suis un peu déconnecté, mais est-ce qu'il y a toujours cette demande? Parce que nous, on sait qu'en plomberie chauffage, on a une telle demande de jeunes, et dans les métiers de couverture, il y avait quand même peu de jeunes qui dirigeaient. Est-ce que ça a évolué? Est-ce que les jeunes... Alors, oui, ça évolue. Là, il y a un phénomène qui est assez récent, c'est la reconversion professionnelle. Il y a de plus en plus de gens qui se reconvertissent et qui s'intéressent au métier de la couverture. Mais quand on leur dit, parce qu'il y a la reconversion où on embauche quelqu'un qui ne connaît rien, on va le former sur le tas, mais ça ne deviendra jamais. Enfin, il y a des bases hyper importantes à connaître. Et donc, pour ça, il faut qu'il ait une formation théorique. Et quand on lui dit, le CFA, il est à Saint-Thibault, à Auquierre ou à Alfortville, le type dit, c'est bon, je passe mon tour. Nangis, ils ne font pas de couverture. Nangis ne font plus de couverture. La Rochelle ne fait plus de couverture. Et moi, j'aimerais vraiment... Il faut remettre en place une formation couverture dans le sud Seine. Ou multimétier. Moi, je ne demande pas ce qui est forcément de la couverture, parce qu'effectivement, il y a quand même ce problème-là. Et puis, il va y avoir une inertie. C'est-à-dire qu'on va voir la formation, tout le monde ne va pas forcément se jeter dessus le lendemain. Peut-être quelque chose de multimétier, pour inciter les jeunes à aller dessus, qui pourront derrière peut-être déboucher sur des apprentissages en couverture. Après, on peut avoir des couvreurs bardeurs qui fait... Voilà. Rémi Abellard souhaiterait prendre la parole de l'autre côté de la visio, du coup, donc entreprise Ecobat. Rémi, on t'écoute. Bonjour à tous et merci de me donner la parole. C'est très intéressant tout ce qui est dit là. Et effectivement, moi je suis entrepreneur dans les métiers, je dirais enveloppe du bâtiment qui comprend couverture, étanchéité, dardage. Donc c'est vrai que je rejoins Bruno Seveste et Slaven pour tout ce qui concerne la localité, la formation de couvreurs. On en a un petit peu plus en Seine-et-Marne, mais qui sont assez excentrés de notre localité à nous, à côté de Melun. Donc ça, déjà, c'est compliqué pour faire venir et puis envoyer nos jeunes en formation pour la partie couverture. Pour la partie étanchéité, je dirais que c'est encore plus que ça. Il n'en existe qu'un, et c'est à Trappes, dans le 78. Et aujourd'hui, on a vraiment une grosse pénurie et vraiment une difficulté à trouver des apprentis dans cette branche-là. Tout simplement parce que on est très éloigné du centre de formation. Et en bardage, j'en parle pas, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, on n'a pas de métier de formation pour ce métier-là. Donc je dirais que les métiers, ils ont un petit peu évolué, c'est pour ça que je rebondis un peu sur ce que disait M. Seveste tout à l'heure. On n'a plus de plombiers couvreurs aujourd'hui, on n'a pas de couvreurs qui font de la plomberie, les métiers ont évolué et aujourd'hui on est dans une branche où effectivement ça serait pas un centre de formation spécialisé étanchéité, spécialisé couvreur, spécialisé bardage, mais je dirais enveloppe du bâtiment avec une relation dans les métiers de la rénovation énergétique, de l'isolation, qui comprend tous ces métiers-là, le bardage, l'étanchéité, la couverture, d'avoir un centre qui serait capable. Et on l'a à La Rochette, nous on l'utilise pour des BTS, le BTS enveloppe du bâtiment, où on traite de la partie étanchéité, donc pour les encadrants de chantier. Mais pour les opérateurs de chantier, pour les applicateurs, on n'a pas ce genre de formation et c'est vrai que ça manque. Donc il y a des choses effectivement à réfléchir et on voit bien que c'est pas un centre de formation qui doit y réfléchir puisque sinon on aurait la problématique de la territorialité et du coup quelles que soient les entreprises quelle que soit leur provenance, donc en Île-de-France c'est assez large et effectivement si on ouvrait que sur l'Est Île-de-France on aurait la même difficulté rencontrée par les professionnels de l'Ouest Île-de-France. Donc il y a une vraie réflexion à avoir sur cette
cette territorialité et cette c'est une formation multimétier. Donc à réfléchir, Olivier, on pourrait peut-être voilà, étudier, en tout cas, il n'y a pas de garantie, mais il y a un vrai besoin, ça c'est certain, de la part des entreprises. Et néanmoins, sur l'attractivité, il y a des gros efforts et de communication et de visibilité des métiers, et particulièrement du métier de couvreur, qui fait que effectivement on voit de plus en plus des gens, des jeunes et ou des adultes en reconversion se diriger quand même dans ces métiers-là. Après, donc il y aura certainement la problématique aussi formateur, de ressources humaines formateurs, où du coup effectivement il suffit pas d'ouvrir dans un établissement avec les équipements techniques nécessaires. Il y a aussi toute la problématique de formateurs à identifier et du coup à pouvoir implanter dans un établissement de formation. Mais voilà, on note tout ça de manière à pouvoir y travailler dans nos instances. Oui, merci. C'est pour revenir sur la problématique, comme vous l'avez rappelé juste à l'instant, c'est la communication, la promotion de nos filières auprès de nos jeunes, et notamment les jeunes en collège. Beaucoup de nos jeunes ne connaissent pas ou alors dévalorisent ces métiers, alors que ce sont aujourd'hui des métiers de forte insertion professionnelle, et surtout avec un réel épanouissement professionnel. Ce sont des métiers qui ont une possibilité d'ouverture à ce que chacun puisse trouver une place dans le monde du bâtiment, et avec, comme on l'a rappelé tout à l'heure, une grande technicité qui font qu'aujourd'hui ces jeunes ne sont pas sensibilisés suffisamment. Et moi j'appelle les fédérations à ce qu'elles nous soient des partenaires en nous outillant d'outils de communication quand on va faire les forums de métier, quand on va rencontrer les collégiens, quand on va rencontrer leurs familles. C'est important qu'on soit outillé d'outils de qualité. Alors on en fait, nous, des petites vidéos, des capsules vidéo, des démonstrations de ce qu'on peut faire dans nos plateaux techniques quand on les invite, mais si on a un outil qui valorise et qui soit à la hauteur de l'enjeu, eh ben, nous, c'est quelque chose dont on est fortement demandeur pour pouvoir promouvoir ces formations et ces filières. L'attractivité passe aussi par l'envie et l'appétence qu'on peut transmettre aux familles et aux élèves très tôt pour qu'ils puissent effectivement choisir nos filières, pas par dépit, mais souvent par envie, et ça, c'est quelque chose de très important. Je voulais le souligner. À cet effet, M. Zanzini, nous avons fait des vidéos au niveau de notre union, côté FFB, on a fait des vidéos sur les métiers du génie climatique et de la couverture. Donc, elles sont disponibles et n'hésitez pas à les utiliser dans vos établissements si vous le souhaitez. Et il y a une grande campagne de communication qui est lancée par la FFB. Nationale dans les grands médias. Donc là, courant 2022, il y a tout un plan de communication à destination des jeunes. Il y a toute une démarche aussi qui est faite pour communiquer sur les métiers du bâtiment auprès des jeunes, notamment sur les réseaux sociaux par le biais de TikTok, où tous les jeunes sont là-dessus. Donc avec des mini-séquences également un peu ludiques, mais qui permettent de communiquer autrement aussi sur nos métiers avec un angle un peu différent, qui ouvre aussi certains de nos métiers également au public féminin, puisqu'on a aussi aujourd'hui, notamment maintenant chauffage, on voit arriver de plus en plus de jeunes femmes qui sont dans la formation de ces métiers. Donc voilà, en tout cas, on est très engagé là-dessus. Ça a fait partie depuis 3 ans des choses qu'on avait mis en prospective dans notre fédération, d'avoir des outils de communication vis-à-vis des jeunes, mais aussi vis-à-vis des parents. Parce que finalement, on connaît tous l'expression « passe d'abord ton bac ». Donc quand on parle de bac pro, finalement il y a le bac dedans, donc ça parle aux parents aussi souvent. On l'a vu tout à l'heure, les contenus répondent davantage à nos besoins en termes de savoir. C'est des jeunes donc voilà, qui ont déjà un niveau scolaire. Malgré tout, c'est pour ça aussi qu'on est obligé de relever d'un cran, voire de 2 crans nos recrutements, parce que on a besoin au moins d'avoir des jeunes. En plus, de plus en plus en intervention, il faut savoir que maintenant on leur donne des tablettes, ils font des rapports écrits sur tablette, etc. Alors bon,
Bonjour, merci François Brousse. Donc je suis moi sur le 91, je suis vice-président du département de la FFB 91 et je m'occupe plus particulièrement de la formation, entre autres. Et donc je voulais prendre la parole parce qu'il y a plusieurs sujets qui m'interpellent sur les différents échanges qui ont été dits. Donc ce que je m'aperçois, c'est que au niveau de la formation, on va avoir une certaine hiérarchisation en fonction des formations, puisque quand j'écoute au niveau de de tout ce qui est, comment je dirais, ventilation VMC, il y a on voit qu'il y a besoin d'avoir une formation et d'avoir des têtes bien faites pour pouvoir les mettre en œuvre, ces techniques. Et comme ça a été dit, il semblerait qu'on puisse faire de la VMC et de la ventilation et faire du chauffage. Ça sera plus facile pour ces jeunes formés que pour des simples plombiers. Donc ça, effectivement, il peut y avoir une hiérarchisation, mais surtout, ça veut dire, déjà, on a du mal à trouver certains jeunes pour se former. Donc, ça veut dire que là, est-ce qu'on risque pas de perdre un petit peu des jeunes en se disant, moi, je voulais faire de la VMC, je voulais faire de la climatisation et je vais pas pouvoir y arriver parce que je peux qu'être plombier. Je mets des points d'interrogation par rapport à ça. Ensuite, je voudrais poser plusieurs questions. Il y a une chose, c'est qu'on arrive à des nouvelles techniques, on a une nouvelle réglementation, mais est-ce qu'on a les formateurs pour former à ces nouvelles techniques? Et ça, moi, c'est toujours la question que je me pose. C'est qu'il faut quand même avoir les éléments professionnalisants pour pouvoir diffuser cette formation de niveau. J'ai visité des centres de formation où j'ai vu qu'effectivement, il y avait des équipements qui étaient rentrés, très bien, mais est-ce qu'on a les formateurs qui vont pouvoir être à niveau pour pouvoir diffuser cette formation? Et cette formation, oui. Et l'autre question, c'est comment on intègre les fabricants dans les formations sur ces nouvelles technologies? Parce que les fabricants, ils sont à la pointe, ils sont déjà présents sur le marché puisqu'ils proposent les produits. Est-ce qu'on les intègre? Comment on les intègre dans les formations qui sont données? Et moi, j'ai une entreprise de couverture. J'ai entendu qu'effectivement, on ne trouvait pas d'entreprise, M. Santini qui disait « je ne trouve pas d'entreprise pour intégrer les jeunes ». Moi, je suis en relation avec beaucoup de couvreurs et j'ai l'autre problème, c'est nous sommes des entreprises de couverture, mais on n'a pas de jeunes pour intégrer. Et ça, c'est un autre souci parce qu'effectivement, comme ça a été dit par M. Abélard, moi, dans le 91, je n'ai pas de centre de formation sur les couvreurs, soit il faut que j'aille dans le 77 ou dans le 78 pour avoir des jeunes, et ce n'est pas forcément évident. Donc déjà, c'est de trouver des jeunes qui veuillent, et là, moi j'ai des besoins de recrutement, ça fait déjà depuis le mois de mai de l'année dernière que j'ai mis des annonces, et honnêtement, trouver un chef d'équipe ou un couvreur qui soit formé, c'est pas facile. Donc je suis obligé de moi-même d'embaucher des gens qui sont pas forcément du métier, mais de les former à mon entreprise et sur mes produits. Et ensuite, je voudrais quand même dire une chose, comment je dirais, est-ce qu'on prévoit, on parle là de jeunes au niveau des CAP, des BP, des BAC, mais comment on intègre? Parce qu'un jeune, au départ, il n'a pas forcément sa vision de développement qui veut être. Il n'a pas, quand il a 16 ans, 17 ans, se projeter dans le futur, c'est pas forcément son point fort. Mais comment on intègre la possibilité à des gens de pouvoir faire une formation continue et de se développer? C'est-à-dire, moi, ce que j'ai aujourd'hui, j'ai des jeunes de 24, 25 ans qui ont une certaine formation, une certaine qualification, mais qui aimeraient pouvoir se développer sur des sujets, sur des techniques nouvelles dans la couverture, ou se former plus profondément sur tout ce qui est le zinc, les soudures et ainsi de suite, les pliages. Et donc, quelle possibilité aujourd'hui on a de pouvoir prendre le train en marche à des gens qui sont sur le marché et qui voudraient compléter leur formation? Je peux déjà répondre sur quelques critères. En premier point, sur ta question par rapport à l'évolution métier et aux spécificités du choix de la formation, je pense que si on veut aller vite et ne pas tout remettre en question, ce que nous proposons, c'est, on parlait de la ventilation tout à l'heure. Moi, je crois beaucoup à des années connexes complémentaires. On l'a fait à titre d'exemple et ça fonctionne bien sur la formation maintenance en chauffage. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, on disait, OK, on forme des chauffagistes qui savent installer des chaudières, mais ces chaudières, il faut savoir les maintenir. Et souvent, on s'aperçoit que quelqu'un qui sait bien installer, en général, il comprend mieux l'environnement d'un système de chauffage et il sait bien le maintenir.
On a fait cette année complémentaire diplômante ce CONEX pour la maintenance chauffage et ça fonctionne plutôt bien. On a formé des jeunes, on a formé vraiment des quantités importantes de jeunes dans nos CFA. On avait la problématique, et je vais faire le lien tout de suite, ensuite plutôt sur la partie équipement. Je pense qu'il faut faire la même chose, c'est-à-dire qu'il faut laisser les jeunes aller, que ce soit CAP, BP, Bac Pro, sur un diplôme qui finalement va être un petit peu généraliste, mais ça va permettre deux choses. Ça va permettre déjà aux jeunes de pouvoir s'acclimater avec un peu l'ensemble du volet métier, et surtout, en fonction de l'entreprise dans laquelle il va pouvoir identifier peut-être les besoins. C'est-à-dire qu'une entreprise qui fait de l'installation de chauffage et qui fait aussi de la maintenance, s'il voit que le jeune il a des compétences pour évoluer sur la maintenance, eh bien, on pourra l'orienter et lui dire, bah, tiens, à l'issue de ta formation et ton diplôme en chauffage, tu peux, si ça te plaît, on peut t'orienter sur une formation où tu fais une année complémentaire. La même chose avec la ventilation. C'est-à-dire que là, ce qu'on demande, c'est d'avoir une année complémentaire spécifique avec vraiment une maîtrise de l'installation de ventilation et une meilleure connaissance de la qualité d'air à l'intérieur des bâtiments. C'est d'avoir une année connexe. Et d'ailleurs, à cet effet, et là je reprends juste ma casquette un petit moment de président de l'Association française de ventilation, on est en train de faire le tour un peu des CFA pour voir les équipements qu'il y a dans les CFA. Et pour rebondir à la question du rôle des industriels, il faut savoir une chose, c'est que les industriels, eux, ça les intéresse de pouvoir amener des dotations de matériel dans les CFA avec du matériel performant et actuel et à venir. Pourquoi ? Parce que quand on leur explique que d'abord ça va permettre de former des jeunes qui sont formés sur une typologie de produits, comme j'ai envie de leur dire parfois, c'est vos clients de demain, quoi, finalement, parce qu'ils auront été habitués et formés sur des produits. Donc l'idée, c'est de gagnant-gagnant. On l'a fait notamment à Aucaire, il y a déjà pratiquement 15 ans, quand je demandais aux jeunes s'ils étaient formés sur le solaire thermique, en couverture, ils nous disaient oui, on a des beaux classeurs. Je dis c'est top les classeurs, mais ça fait pas tout, il faut que vous ayez du matériel. Et le CFA d'Aucaire me disait il y a 15 ans, bah oui, mais ça a un coût, etc. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a pris le téléphone, on a appelé les partenaires industriels, on dit voilà, nous on aimerait que pour former nos jeunes, vous puissiez faire une dotation de produits, c'est pas ce que ça coûte, et vous formez les jeunes qui poseront les produits demain. Et donc on a un industriel qui a mis du matériel à disponibilité. En plus ils ont fait un truc, c'est qu'ils ont fait déjà du transverse à l'époque, c'est-à-dire qu'il y a les métalliers qui ont construit un châssis, et maintenant ils démontent, ils remontent les panneaux. Alors bon, ils commencent à être fatigués les panneaux, mais ça fait quand même 15 ans que ça dure. Donc comme quoi tout est possible, mais je suis d'accord avec vous, hein, le travail qu'on fait aujourd'hui, moi je reste persuadé qu'il faut qu'on le fasse plus souvent. Parce que je pense qu'on peut se nourrir aussi de beaucoup d'informations et je reste persuadé que si on veut avancer, il faut arriver à communiquer davantage, et les industriels ont cette appétence, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on leur dit il faut pouvoir négocier des dotations de matériel, parce qu'on sait que ça coûte cher, ces dotations de produits, mais on peut discuter. Et quand c'est une demande qui émane des professionnels, quand on leur dit, nous, professionnels, parce qu'on est quand même leurs clients à la base, leur dit, bah, écoutez, nous, pour former nos jeunes, il faut absolument que vous puissiez mettre du matériel, aidez-nous. Voilà, on va essayer de faire quelque chose qui soit raisonnable, qui puisse être budgétisé, financé. Il y a des choses à faire. Voilà. Donc là-dessus, je pense qu'on peut aussi travailler ensemble et de pouvoir accompagner et aider. On est en train de le faire déjà là sur un établissement où justement il y a des besoins de dotation d'équipement, et on a sollicité les industriels en disant il faut donner un coup de main, essayer de mettre à disposition des produits pour qu'on puisse avancer. Pascal, là-dessus, tu parles beaucoup de CFA, mais je pense qu'il y aurait une petite réflexion à avoir pour élargir peut-être ce projet au lycée professionnel. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de CFA qui forment dans vos métiers, mais pas que. Et à mon sens, ce serait intéressant de voir comment on pourrait, donc en lien avec l'académie, ou les académies, pardon, travailler cet élargissement peut-être de... Alors, ce qui serait souhaitable, c'est qu'on ait un observatoire, c'est-à-dire qu'on ait un état des lieux des équipements,
parce qu'aujourd'hui, on ne l'a pas forcément. Donc, on ferait qu'on puisse avoir un état des lieux des équipements en place. Après, dans le cadre de ce type de réunion que nous avons ensemble, quitte à faire venir des industriels autour de la table, ça on sait faire. On a un certain nombre de partenaires au niveau de nos structures et de voir avec eux ce qui serait à même de faire, de mettre à disposition des produits, de la matière première, des solutions et de négocier effectivement parce que c'est des besoins qui émanent de la profession. Voilà. Et peut-être qu'on a encore plus besoin de physiquement d'avoir du matériel parce que. Mais nous, on s'engage à vous fournir ce qu'on appelle des guides d'équipement. Voilà. Donc vous aurez déjà un aperçu de ce que l'on a. Mais ça, on pourrait faire. Alors nous, on appelle ça dans le jargon un GT, un groupe de travail. Mais je pense que si vous en êtes d'accord, on puisse organiser un GT spécifique équipement structure par rapport aux établissements. En partant de ce guide, effectivement, qu'on pourrait, et l'état des lieux que vous en ferez sur nos métiers, donc chauffage, plomberie, couverture, c'est important sur nos 3 métiers, si c'est possible, c'est une suggestion que nous vous faisons, et qu'on puisse, je pense que ça permettrait à la fois peut-être de pouvoir aussi orienter les équipements en fonction de ce que j'ai évoqué en début de réunion, de la mise en prospective des enjeux que nous avons et des typologies de produits qui vont être à même d'être installés. Et puis, sur ces fameux compléments de formation connexes, moi je pense, et ça rejoint ce que disait François Brousse tout à l'heure, il faut qu'il y ait un point d'entrée qui finalement, ce qui ne devrait pas être forcément considéré comme la découverte métier, mais l'est quand même finalement pour les plus jeunes, je parle, sur ces premières années, et puis ensuite se spécialiser. Alors, je vais continuer sur la réflexion si Séverine m'en laisse le temps. Oui, oui. C'est que ça me semble très important. On a beaucoup parlé de la formation effectivement des jeunes, formation du commande, mais je voudrais aussi aborder, puisque François en a touché 2 mots tout à l'heure, et c'est important de le dire, la formation continue. Donc cette formation continue et l'adaptabilité de nos personnels, alors là pour le coup on va vraiment avoir besoin de le faire, parce que pour les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure sur les changements du mode constructif, sur la révolution, on va dire, de nos technologies embarquées à horizon de cette RE 2020, aussi bien dans l'habitat que dans le tertiaire. Et là, pour ça, alors, en fait, il faut qu'on arrive à ne pas mettre en opposition des formations, parce que souvent c'est le cas, on le voit déjà tout à l'heure entre nos discussions entre les CFA et les autres établissements. Moi, je pense qu'il ne faut surtout pas mettre en opposition, tout ça c'est complémentaire. Ça peut répondre à des attentes différentes, voilà, des profils différents. Et il en est exactement, on a le même sujet sur la formation continue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parlait d'industriels tout à l'heure, on a des industriels qui font des formations in situ dans leurs locaux. C'est pas forcément, il y a une population d'entreprises que ça intéresse, mais ils n'ont pas forcément non plus envie d'être uniquement monoproduits, quoi. Donc ils souhaitent avoir aussi une formation plus élargie. On a les fameux CQP qui font beaucoup débat en ce moment. Et je pense que c'est un mauvais débat en plus qu'il y a là-dessus actuellement, parce que je pense qu'il y a des distorsions entre ce qui peut être proposé par l'État, certains modes de CQP, les formations chez les industriels. Donc il faut vraiment remettre le débat autour de la table, mais de bonne manière. Parce que là, aujourd'hui, ces formations, il y a des contenus, on peut toujours en discuter, on peut revoir les contenus, les durées, par qui c'est proposé, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a besoin d'avoir ces formations dans le cadre de la formation continue. C'est vraiment nécessaire pour faire évoluer les salariés dans les entreprises. Et j'ai même envie de dire, il y a un travail, parce qu'il faut savoir aussi balayer devant notre cours. Moi, j'estime qu'aujourd'hui, et j'ai pas eu autant d'apprentis que Bruno, mais j'en ai eu au moins la moitié. On n'est pas toujours bon, et quand je dis on, je parle en tant que chef d'entreprise, sur l'accueil et le suivi de nos jeunes.
C'est-à-dire que, bien sûr, on a les critiques qu'on a portées tout à l'heure, mais il faut qu'on fasse aussi notre autocritique. Et je pense qu'il faut qu'on forme davantage le chef d'entreprise à la façon d'accueillir un jeune en entreprise. Et d'ailleurs, ça va faire partie de la thématique qu'on va proposer à notre congrès de notre union métier là au mois de mars. C'est vraiment de faire un focus finalement. C'est bien de dire qu'il faut nous envoyer un bon, mais la bonne question c'est comment on le garde le bon. Voilà. Et on doit faire vraiment là-dessus aussi un travail sur nous-mêmes, avec comment on l'accueille, qui l'accueille, qui le suit. Est-ce qu'on a prévu des moments de se revoir, de prendre le temps de dire est-ce que finalement tu es bien dans mon entreprise, est-ce que tu t'y sens bien, est-ce que tu as trouvé ta place, comment ça se passe à l'école, un dialogue, prendre le temps. Et je pense qu'on malheureusement on ne prend pas suffisamment le temps. Et ça c'est quelque chose, un message qu'on veut faire passer, en tout cas déjà sur notre union, mais je pense de manière plus globale côté FFB, on a un vrai travail à faire. De pouvoir améliorer les échanges, je dirais, avec l'alternant, avec le jeune. Parce que bien souvent, nos chefs d'entreprise, nos artisans, ce sont des artisans, ce sont des PME, TPE. Ils n'ont pas une formation RH, hein, et souvent il n'y a pas de RH dans l'entreprise. Donc il n'y a pas ce volet où on fait forcément, on n'est pas si nombreux à faire un entretien annuel de nos salariés, etc. On aimerait qu'il y en ait plus, mais c'est comme ça. C'est pas forcément culturel dans nos boîtes. Alors ça va le devenir parce que les choses évoluent et aussi dans le sens, voilà. Tout ça pour dire quoi? C'est que on sait aussi balayer dans notre cours. On a été un peu critique parfois vis-à-vis des jeunes, mais on sait aussi, je pense qu'il faut qu'on apprenne aussi à balayer. Donc des outils de communication, effectivement, vous en parliez tout à l'heure, parce que c'est important de pouvoir communiquer sur nos métiers et d'attirer des jeunes, effectivement, qui ont envie de venir dans nos métiers. Ça c'est important, vous l'avez rappelé régulièrement. Des offres d'emploi aussi, donc il y a des bourses à l'emploi qui existent au niveau donc France avec un site donc générique lebâtiment.fr dans lequel moi j'ai mis un petit zoom sur mon territoire particulier, hein. On a un site emploi dans notre fédération, mais c'est le cas dans toutes les fédérations. Donc pourquoi je vous mets ça? Parce que ça permet aussi aux jeunes d'aller candidater directement après une fois leur diplôme en poche, mais pourquoi pas aussi quand ils cherchent un stage ou un apprentissage, parce que ces entreprises effectivement qui cherchent des compagnons ou des personnes à recruter peuvent aussi être intéressées pour accueillir des jeunes en stage et en apprentissage. Donc il ne faut pas effectivement hésiter à leur communiquer ce site pour qu'ils aillent un peu se documenter. Je reviens juste un petit peu en arrière parce que j'y suis pas j'ai pas eu l'occasion de vous les présenter. Dans les outils aussi à votre disposition, que ce soit entreprise ou enseignants, donc j'ai pas montré l'entièreté effectivement de mon PowerPoint, vous le recevrez, mais surtout en fait c'est issu de travaux et d'études réalisées par l'Observatoire des métiers du BTP qui a régulièrement donc des études et des tableaux de bord aussi régionaux qui donnent à voir la tendance des filières, des métiers et des emplois géographiquement et ou par filière. Donc n'hésitez pas à aller consulter ce site régulièrement pour aller voir un petit peu ce qui peut s'y trouver en termes d'études sur les mutations des métiers, les tensions dans les métiers ou par exemple sur les primo-arrivants ou l'encadrement. Voilà, ça c'est des données éventuelles. Des ressources techniques aussi qui sont à votre disposition. Sur la RE 2020, il y a une web série qui a été réalisée et que vous trouvez sur YouTube. C'est 6 épisodes qui sont plutôt bien faits, donc avec le détail de ces 6 épisodes qui sont ouverts à tous. Donc n'hésitez pas à vous connecter à ces épisodes de la web série RE 2020 de manière à pouvoir vous, enseignants et entrepreneurs d'ailleurs, vous informer et puis pourquoi pas les faire découvrir à vos jeunes. Et dans le même ordre d'idées sur le BIM, parce qu'effectivement on parlait
On n'a pas beaucoup parlé du numérique, mais néanmoins, voilà, il y a le volet, dans le volet numérique, en tout cas, une sensibilisation et une information au BIM qu'il est intéressant à donner à voir aux jeunes, que ce soit d'ailleurs, enfin, quelles que soient les filières. Et n'hésitez pas aussi à utiliser donc des tutoriels qui ont été réalisés par la profession, donc que vous retrouvez sur un site internet. Alors, je vous ai mis le lien hein, dans le PowerPoint, donc que vous retrouverez. Donc 6 tutoriels que vous pouvez utiliser aussi, qui sont à votre disposition. Et avant de rentrer dans un autre sujet donc de communication, les WorldSkills, je vais passer la parole à Monsieur Soubiel qui est au téléphone. Alors attendez, hop, je vais vous mettre un peu plus près du micro. Monsieur Soubiel, on vous écoute. Oui, bonjour à tous. Je voulais juste revenir sur déjà le lycée sur lequel je suis. C'est un lycée qui va du CAP jusqu'au BTS FED, avec 2 bacs pro de la famille des métiers, 2 CAP, des titres professionnels et l'habitation frigorigène. Voilà. Alors, ce que je voulais dire, c'était tout simplement qu'effectivement, sur les équipements, on a travaillé avec des fournisseurs, des constructeurs, qui viendront au lycée, on leur met un espace dédié, notamment sur les pompes à chaleur. Ils viennent former des artisans. Mais en même temps, ils forment nos professeurs et on a l'utilisation d'utiliser ces équipements sur les autres jours de formation que nous on a sur l'initiale ou la formation continue. Et je pense que ça c'est un intérêt puisqu'on est tous gagnants. Aussi bien les entreprises, nous ça nous permet aussi d'avoir un contact avec les artisans ou les petites entreprises. Et en même temps, ça nous permet aussi de travailler sur les stages. On a beaucoup de partenaires sur le froid et clim, sur le thermique. Et ça nous permet en fait de positionner nos élèves en fonction des besoins des entreprises aussi. Donc ça, c'est important qu'il y ait cette relation entre l'école et puis ou les CFA. Hein, je pense qu'ils ont la même problématique hein, sur la répartition des périodes en entreprise par rapport au CFA. Mais nous concernons nous, que ce soit sur les CAP, les titres professionnels ou les BTS, hein, on accueille les entreprises, les professionnels, parce qu'on a aussi besoin d'eux sur les certifications. Et on les invite quand ils le peuvent. En tout cas, ils sont toujours invités. Et ce qui nous permet en fait de travailler ensemble, notamment sur les nouvelles réglementations, hein, et qui sont essentielles. On travaille aussi sur le flux de l'habitation au flux de frigorigène, qui est pratiquement obligatoire maintenant, je dirais, pour quelqu'un qui veut travailler dans une entreprise en énergie ou en froid et clim. Et ça nous permet aussi de travailler sur les types professionnels, notamment sur la reconversion. Il y a un chef d'entreprise qu'on parlait tout à l'heure. Nous, on a beaucoup de gens qui viennent du secteur du service et qui se reconvertissent sur le froid et clim. Et c'est souvent à la fin de leur titre professionnel une embauche qui est derrière. Hein. En termes d'insertion, on a beaucoup de gens qui rentrent et qui s'insèrent dans des grandes entreprises ou des petites entreprises. Voilà. Merci, lycée Marcel Cachin. On me demandait d'où vous étiez, excusez-moi. Merci beaucoup pour ce témoignage, parce qu'effectivement c'est intéressant et c'est souvent un sujet. Pardon. C'est souvent un sujet qu'on partage avec Olivier, la mixité des groupes de formation, la mixité des publics et des parcours. Et effectivement, de mixer sur des plateaux techniques des adultes en formation continue, donc des salariés ou des chefs d'entreprise en formation continue, avec des jeunes en formation initiale, ça permet de capitaliser déjà l'utilisation de ces plateaux techniques et en plus effectivement de faire se rencontrer ces deux publics qui ont besoin de se rencontrer, qui ont envie de se rencontrer. Donc c'est une très bonne chose que vous le mettiez en place et en tout cas on invite ce genre de dispositif à se multiplier régulièrement parce qu'effectivement c'est un sujet que l'on porte particulièrement, que ce soit l'académie ou la fédération, c'est un sujet intéressant à mettre en place. Et effectivement, donc rencontrer les entreprises, c'est aussi bien à mettre en place, d'autant que dans chaque organisation professionnelle, donc là nous on est une organisation professionnelle en Île-de-France, il y en a d'autres, monsieur tout à l'heure Bruce en faisait partie également, on a régulièrement, et nous c'est ce qu'on incite à faire, des réunions
réunions de sections, d'unions professionnelles, et c'est vraiment intéressant de pouvoir mener ces réunions d'unions professionnelles, ces réunions métiers, dans les établissements de formation que vous êtes. Parce qu'effectivement, ça permet déjà de délocaliser un petit peu et puis pas toujours être au même endroit au détriment de certains chefs d'entreprise qui ne sont pas forcément à proximité de la fédération locale, mais surtout aussi d'organiser, entre guillemets, l'air de rien, des visites de vos établissements et surtout d'organiser la rencontre avec vos établissements. Donc oui, ça c'est vraiment quelque chose nous, c'est ce qu'on fait en Seine-et-Marne, mais je vous invite je vous redonnerai les coordonnées de toute manière de mes collègues, de manière à ce que vous puissiez aussi recontacter ou créer ce contact avec les autres organisations professionnelles du territoire. Un dernier point, parce que pour moi c'est important et de toute manière pour nous tous, c'est les WorldSkills. Donc c'était l'occasion, ces rencontres, de pouvoir vous rappeler ou vous informer de cette compétition, et régionale et nationale et internationale. Donc cette compétition des métiers, cette compétition qui donne à voir l'excellence dans les métiers, donc tout métier, il n'y a pas que le secteur du bâtiment, mais effectivement donc dans le secteur du bâtiment, on a 18 métiers quand même qui peuvent concourir à ces WorldSkills. Donc là, on est en train de préparer, en tout cas, a été lancée la 47e édition des WorldSkills, dont la compétition internationale se déroulera quand même en 2024 en France. Donc c'est effectivement pas anodin, on va avoir un vrai coup de projecteur donné sur notre territoire national, mais aussi du coup c'est l'occasion de donner un vrai coup de projecteur à nos jeunes qui sont dans nos métiers et qui ont choisi et qui sont excellents effectivement dans nos formations et dans nos métiers. Qui peut concourir peut-être que ce sera un rappel pour certains d'entre vous, mais tant pis. Donc, qui peut concourir? Tout jeune, âgé de moins de 23 ans à la fin du concours international, c'est-à-dire donc en 2024. Donc, aujourd'hui, c'est des jeunes qui ont 19, 20 ans. Donc, tout jeune, c'est-à-dire des apprentis, des lycéens, mais aussi des jeunes actifs, des salariés dans vos entreprises. C'est pour ça que c'était l'occasion de pouvoir vous en parler, puisqu'autour de la table, nous avons des enseignants qui vont pouvoir se porter la bonne parole, mais aussi des chefs d'entreprise. On retrouve plein d'informations sur le site de WorldSkills France et notamment le lien pour pouvoir s'inscrire à cette compétition. L'ouverture des inscriptions est faite depuis le 8 octobre. Ça commence à rentrer doucement parce qu'en fait l'information, la communication démarre seulement. Donc n'hésitez pas vraiment à communiquer auprès de vos jeunes. Voilà, je vous ai parlé des 17 métiers et plus un d'ailleurs en énergie renouvelable en compétition. Le calendrier, voilà, je vous l'ai expliqué. Et comment s'inscrire effectivement donc sur le site en question. Je vous ai remis un contact opérationnel si vous aviez des questions. On a créé cette adresse mail particulière. En gros derrière c'est moi et la référente des WorldSkills pour le pôle BTP en Ile-de-France, de manière à pouvoir vous réorienter vers les bons interlocuteurs si effectivement en fonction de vos questions que vous pourriez avoir. Pascal. Oui, alors merci Séverine de passer la parole parce que vraiment ces WorldSkills, ça me tient à cœur parce que j'ai découvert cet environnement de très très haut niveau. J'ai eu l'occasion d'aller à Lyon donc aux derniers événements WorldSkills et franchement, je vous encourage à y aller parce que c'est quelque chose vraiment qui redonne du baume au cœur. On a beaucoup parlé des jeunes autour de la table ce matin, mais je peux vous assurer qu'on voyait quand même le niveau, là pour le coup, des jeunes compétiteurs, c'est incroyable. Ils sont vraiment coachés, c'est vraiment comme du sport de haut niveau. Ils ont des coachs, ils sont dans leur bulle, ils sont dans l'environnement, ils ont un temps pour faire leur réalisation. Le niveau était quand même assez exceptionnel et notamment j'ai pu voir les couvreurs et ça en fait un sacré boulot. Alors la seule chose qui m'a navré, c'est que j'ai fait le tour effectivement et j'ai pas trouvé de jeunes venant d'Île-de-France. Je parle même pas de Seine-et-Marne mais d'Île-de-France. Il y avait en tout cas en plomberie couverture, enfin plomberie chauffage puisque c'est la même stand,
Label Curie et couverture. Malheureusement, on n'avait pas de candidat Île-de-France. On en avait pour l'électricité une jeune fille d'ailleurs, une jeune femme, mais pas dans nos métiers. Donc j'encourage vraiment à deux niveaux, c'est-à-dire à identifier au niveau des établissements de formation. Si vous voyez que vous avez, je dirais dans les jeunes, que vous identifiez en vous disant celui-là il a le mental, il sait faire, pourquoi pas, tout simplement pourquoi pas. Pour les chefs d'entreprise, si vous avez un apprenti effectivement qui finalement pourquoi pas candidater, faut y aller parce que finalement c'est aussi un moyen à la fois pour l'établissement qui forme et pour l'entreprise de valoriser aussi l'entreprise. Donc voilà, l'idée c'est au moins qu'on puisse proposer des jeunes issus d'Île-de-France, d'entreprises et de centres de formation d'Île-de-France. Je suis sûr qu'on en a, il faut les identifier, mais on a certainement des jeunes qui ont des capacités et ça peut être aussi un levier, parce que souvent on parle de parcours de l'excellence dans nos métiers, et je reste persuadé qu'on peut avoir des jeunes qui ont capacité à candidater. Voilà, donc même nous, dans nos entreprises, de pouvoir essayer de sensibiliser, si on a des jeunes qui peuvent avoir ce profil, de les embarquer et les motiver. Voilà. Alors après, comme disait Séverine, pour toutes les modalités opérationnelles, il y a les coordonnées, donc pour savoir comment ça se passe, comment le jeune est accompagné, comment l'entreprise aussi est accompagnée, il y a tout pour le fermer. Voilà, donc c'est vraiment un appel que je fais aujourd'hui. Franchement, ça vaut le coup, et c'est aussi une image, une vitrine que l'on amène aussi pour motiver les jeunes à aller sur nos métiers. Donc l'attractivité des jeunes passe aussi, c'est notre top chef à nous, c'est toujours ce que dit notre président Olivier Saleron, c'est notre top chef pour former les jeunes. Ça y concourra tout à fait. J'ai une demande d'intervention, donc normalement votre micro est disponible, monsieur, attendez, je ne retrouve plus, monsieur Telma, excusez-moi. Non, normalement, votre micro est désactivé. Enfin, activé. Non, et pourtant, moi, je vous assure que je n'ai pas de micro. Vous voyez, j'ai pas de barre sur le micro pour parler techniquement. Essayez encore. J'essaye tout. Sinon, par téléphone. Ouais, sinon, par téléphone, je suis désolée, je ne comprends pas pourquoi ça ne fonctionne pas, puisque je n'ai pas de... Votre micro, en tout cas, n'est pas désactivé de mon côté. Voilà, n'hésitez pas à nous contacter, moi, monsieur Hadi. Un dernier point, donc je vous en ai parlé tout à l'heure, un rendez-vous, donc voilà, un rendez-vous plénier au mois d'avril. Donc on a fixé la date, ce sera donc le 13 avril après-midi pour la restitution de l'ensemble des rencontres filières. Donc on vous invite vraiment à revenir et là pour le coup en présentiel pour se rencontrer et se retrouver ce 13 avril après-midi, donc qui sera l'occasion de faire la restitution de l'ensemble de ces 7 rencontres filières, d'organiser aussi des tables rondes sur la thématique de la transition écologique et numérique, mais de façon un peu plus transversale, et effectivement le lien et les interconnexions entre les métiers vont pouvoir être du coup un peu plus traité à ce moment-là. Et puis ce sera aussi l'occasion pour nous, au titre du campus des métiers et des qualifications, parce qu'il y a d'autres actions qui sont menées au-delà de ces rencontres, de remettre le prix du hackathon que nous organisons en ce moment avec des jeunes justement en formation initiale, donc apprentissage et voie scolaire en lycée professionnel et même en IUT, sur la thématique de la gestion des déchets et du réemploi des matériaux. Donc on est effectivement dans un sujet d'actualité et ils sont en train de plancher en ce moment sur des projets qu'ils présenteront au jury et qui, du coup, sera valorisé au titre de ce 13 avril après-midi. Donc, et je ne l'ai pas dit, ce sera donc à la Cité des Cartes, donc à Champs-sur-Marne, lieu effectivement où aujourd'hui nous avons notre campus des métiers et des qualifications. Olivier, est-ce que tu veux donc clôturer cette rencontre ?
Eh bien, avec un grand merci à tous. Rendez-vous au 13 avril prochain où voilà, ce sera le temps de trouver les communs dénominateurs entre tous ces secteurs pour voilà, fixer les objectifs les plus urgents au regard des mutations et des évolutions métiers. Merci à tous. Merci à vous. Et on a noté effectivement des travaux à mener tous ensemble, donc ravis. Merci beaucoup. Bonne fin de journée à tous. Excellente journée. Au revoir.